La vie après l'AVC par le professeur Maurice Giroux du CHU de Dijon et créateur du réseau EROS European Registry Stroke. Yes. Merci, monsieur le président de la séance. Merci à toutes et à tous d'être présents toute la journée. Alors, je m'excuse pour les orateurs qui vont suivre parce que je vais prendre un train assez vite. C'est pour ça qu'on a interverti l'ordre. Et je remercie le docteur Daronjo d'avoir accepté. Je dois parler du post-AVC, mais après avoir écouté l'exposé de M. Braun, je préfère l'étendre et voir la place du post-AVC dans le futur plan européen contre les AVC, un plan qui démarre en 2019 et pendant 20 ans. Donc, il y aura un plan pour 2019-2038. C'est extrêmement important. Alors, pourquoi je vais insérer ce topo dans le plan AVC européen? Pour deux choses. Premièrement, c'est pour montrer que véritablement, il y a une politique européenne pour la lutte contre l'AVC. Et deuxièmement, ce plan européen va tirer chaque pays vers le haut parce qu'on va devoir suivre les prérogatives et les recommandations de ce plan européen. Alors, je rappelle que depuis Helsingborg, en 1996, il y avait déjà un plan politique pour la lutte contre les AVC. C'était un plan qui était suédois et danois. On a tous recommandé effectivement auprès de nos institutions, à l'époque, on évaluait la fibrinolyse et les UNV pour justement installer les UNV. Donc, Helsingborg, les recommandations d'Helsingborg, c'est déjà le prémisse d'un plan européen contre les AVC. Les objectifs à l'époque, ils étaient modestes, mais c'était important. Oui, relativement important. 20% de réduction de mortalité, c'était l'objectif important. Et j'ai montré hier que cet objectif est atteint dans les pays développés, surtout l'Europe de l'Ouest, avec une mortalité entre 9 et 17%. Et je rappelle qu'en France, on est plutôt entre 9 et 14%. Donc, véritablement, la France, sa politique de prise en charge en phase aiguë est une politique gagnante. À l'époque, on s'était bien sûr intéressé à la phase aiguë. Et là, je pense que l'objectif est réalisé. Et c'est un peu l'opinion que nous avons tous entre urgentistes, neurologues, neuroradiologues, neurochirurgiens et puis nos tutelles, les agences. Mais déjà, on s'intéressait au post-aigu avec la réhabilitation, l'intérêt de créer des services de neurorééducation spécifiques aux lésions cérébrales. Et puis, on s'intéressait aussi à la qualité de vie. Mais en pratique, ça n'a pas été développé, vous le savez bien, et c'est pour ça que nos associations de famille, nos associations de patients sont relativement, je dirais, utiles et efficaces pour justement stimuler nos tutelles pour développer, améliorer la phase post-aiguë. Alors, ce plan, il est tout à fait officiel. Il est publié en décembre 2018. C'est la European Stroke Action Plan. C'est le plan ESAP. Donc, c'est un plan qui va se développer sur 30 ans, sur 20 ans, pardon, jusqu'en 2038. C'est un plan qui a été accepté par l'ensemble des ministères de la Santé. Donc, il est connu auprès des ministères de la Santé. Il est publié. Ce sont surtout les Scandinaves qui sont à l'origine de ce plan. Parallèlement, il y a un plan européen pour la télémédecine qui est tout à fait, là aussi, utile en phase aiguë, on en a parlé tout à l'heure, et l'amélioration et la standardisation de la réduction de la mortalité en phase aiguë relève énormément du rôle de la télé-AVC. Alors, les objectifs en 2030-2038, c'est encore diminuer le nombre d'AVC en Europe de 10%, car effectivement, comme je l'ai montré hier, les taux d'incidence après 55 ans sont stables, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de progrès. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on améliore encore la prévention primaire. Par contre, il y a un échec dans la prévention primaire, donc dans la diminution du nombre d'AVC chez les jeunes de moins de 55 ans. C'est vraiment une observation d'abord française, c'est avec les registres, dans celui de Dijon, qu'on avait montré qu'il y avait un doublement du risque d'AVC, donc de l'incidence chez les AVC, chez les jeunes de moins de 55 ans. Alors, plusieurs hypothèses sont en cours de testing, en quelque sorte. Est-ce que c'est le régime alimentaire, les fast-foods? Est-ce que ce sont les boissons sodées que nos jeunes, effectivement, affectionnent? Est-ce le cannabis? La France est le premier consommateur de cannabis, c'est du moins avoué. Le cannabis joue un rôle important. Je rappelle qu'en France, Strasbourg mène une étude qu'on appelle CANA, de cannabis stroke AVC, donc CANA stroke, qui est le repérage et la quantification des AVC induits par le cannabis. Il y a aussi la mauvaise surveillance de l'hypertension artérielle. On pense que l'hypertension artérielle, c'est se faire prendre la tension après 60 ans. Non, ça commence dès l'âge de 20 ans.
Il y a aussi l'accès aux soins dentaires. On sait que les caries dentaires, les inflammations de la gencive sont source de dissection chez les jeunes. Donc, vous voyez, c'est tout un problème de santé publique concernant la santé des jeunes. Et puis, il y a aussi le rôle bénéfique des vaccinations, en particulier la vaccination contre la grippe. On sait que la vaccination contre la grippe évite la survenue des AVC parce que pendant une grippe, il y a une hémoconcentration, le sang est plus épais, il y a donc plus d'AVC. Deuxième objectif, et ça, la France est en retard. Il faudrait que plus de 90% des AVC soient pris en charge dans une unité neurovasculaire. Alors en France, vous savez qu'on a 148 UJNV, on en est fiers. Il en faudrait plus parce qu'avec ces 148 UJNV, on ne prend en charge dans ces structures qu'entre 50 et 60% des AVC. Donc, il y a bien un retard par rapport, non pas aux Anglais qui sont derrière nous, mais surtout les Allemands qui sont loin devant, ils ne sont pas loin de 90%. Donc là, il y aura un gros effort de mise en place du UJNV et je sais que Charleville-Mézières se bat pour en avoir une. C'est pas un problème d'argent, comme je le disais hier, c'est un problème d'effectif. Il faut former plus de neurologues et plus de neurologues vasculaires. Donc, comme je le rappelais, le nombre d'internes admis à l'internat de neurologie est maintenu à un niveau faible par le ministère parce qu'il faut développer parallèlement des urgences, plus d'internes aux urgences, la cancérologie, la génétique. Donc, vous voyez que chaque surspécialité est obligée de se battre par rapport à d'autres surspécialités qui ont aussi la même légitimité. Donc là, c'est un vrai problème, on va dire, de politique de santé. Chaque pays devra se munir d'un plan national pour créer une filière AVC. Et là, la France est bien placée depuis 2010. Nous avons notre filière tout à fait concrète avec création de postes, financement de l'installation de la télé-AVC, dont on a vu le rôle bénéfique ce matin. Et puis, le dernier intérêt important, et ça rejoint le post-AVC, c'est réduire le rôle de l'environnement, c'est à la mode, la pollution de l'air, hein, avec bien sûr les petites particules, on parle du diesel, mais on n'oublie pas non plus l'ozone sécrété par les véhicules à essence. L'essence est aussi polluante que le diesel, donc pas d'inquiétude là-dessus, on va dire. Il y a aussi le niveau socio-économique, j'en ai parlé tout à l'heure. Hein, autant, quel que soit le niveau socio-économique, le système français est équitable, c'est-à-dire qu'on est pris en charge par le SAMU, quel que soit son niveau de revenu et quelles que soient ses conditions socio-économiques. Par contre, la sélection se fait après. Et là, je dirais, le niveau culturel intervient dans l'accès à l'information, l'accès à la prévention, l'accès au système de soins de prévention. Par contre, l'accès à phase aiguë dans les urgences françaises, c'est remarquable sur le plan sociétal. Les facteurs culturels, j'en ai parlé, c'est l'accès à l'information. Et les facteurs psychosociaux, c'est relativement nouveau, c'est à la mode aussi. Il y a le burn-out, il y a les conflits au travail, il y a les conflits familiaux qui retentissent sur les conflits professionnels, interprofessionnels, c'est bien connu. Il y a la durée de travail, j'en ai parlé hier, donc Vive la France, 35 heures, c'est la durée moyenne de travail qui amène le taux le plus faible d'AVC par rapport à ceux qui travaillent 45 heures, voire 52 heures aux États-Unis. Et puis, il y a la durée de sommeil, hein, donc ne pas dormir trop peu ni trop, on a vu hier. Donc 7 heures, c'est la bonne durée de sommeil, là aussi pour avoir un risque d'AVC et d'infarctus du myocarde le plus faible possible. Alors, je suis obligé de parler de la prévention primaire parce que la prévention secondaire qui concerne le post-AVC, c'est la même chose. C'est efficace, sauf chez les jeunes. Donc là, il y a un vrai problème de santé publique. Il y a les 10 facteurs de risque qu'on a vu hier amplement avec l'hypertension artérielle. Et entre nous, c'est le sel que l'on met dans la soupe. La soupe est utile parce que ça permet d'avoir 5 légumes au moins par jour dans une soupe, mais éviter de sursaler la soupe. J'ai rendu hommage aux boulangers qui ont baissé le taux de sel dans les pains. D'ailleurs, le pain est plus fade parce qu'il est moins attractif sur le plan de la gustation. La prévention, les pharmacologiques, on l'a vu en partie hier, je vais en reparler tout à l'heure. La prévention non pharmacologique, elle est très importante parce que ça rejoint les attentes de nos associations de famille. C'est les facteurs psychosociaux, j'en ai parlé. C'est l'usage du tabac et du cannabis. La nutrition, 5 fruits et légumes. L'alcool, un petit mot. Donc, en juillet 2018 est sorti un énorme papier publié par le Global Burden of Disease, une structure mondiale de l'OMS qui recense par pays toutes les maladies. Et qu'est-ce qu'on s'est aperçu? Pour l'alcool, jusqu'à maintenant, moi qui étais bourguignon, j'étais très fier de dire qu'on avait droit à 2 verres par jour. Il faut bien consommer du Bourgogne.
c'est fini parce que effectivement cette méta-analyse a tout cassé, c'est-à-dire qu'elle a rebrassé les données que nous avions, des big data nouvelles qui sont apparues. Le résultat, c'est que dès un verre, il y a plus de cancer, d'une part, et il y a plus d'AVC et d'infarctus myocarde. Donc, ne buvez qu'un verre par jour, du Bourgogne de préférence. Voilà. D'accord. Marcher 30 minutes, 2 fois 30 minutes par semaine, ou par jour maintenant. Et puis surtout, il faut se lever toutes les 20 minutes, toutes les 30 minutes quand on travaille de façon assise, parce qu'effectivement, ça restimule, ça resynchronise nos fonctions cardio-respiratoires et cardiovasculaires. Donc, c'est les Japonais qui ont montré qu'il faut se lever souvent. Le sommeil, la durée de travail, la pollution de l'air, j'en ai parlé. Le problème, c'est que dans la littérature, les données que nous avons concernent surtout des patients dont l'âge est compris entre 40 et 75 ans. Donc, on a peu de données chez le sujet très âgé, et puis on a aussi peu de données chez le sujet très jeune, sauf le risque d'incidence qui vient d'augmenter. Et puis, un petit mot sur Riskometer. Riskometer, c'est un outil que vous avez depuis maintenant 1 an sur votre smartphone. Il suffit donc de rechercher Riskometer, c'est en anglais, et en français, on l'a traduit en riskomètre, avec un K, de l'AVC. Et c'est une application qui a été reconnue par l'OMS comme la seule application en santé qui a des résultats positifs. Alors, vous savez qu'on a des dizaines, des centaines d'applications en santé, mais celle-ci a été évaluée. C'est un score qui vous permet de calculer son risque d'AVC, mais aussi son risque d'infarctus du myocarde. Les deux maladies sont vraiment des sœurs jumelles. C'est un score qui reprend 20 facteurs de risque, contrairement au score de Framingham qui n'en prenait que 5. Là, on va retrouver l'âge, les antécédents familiaux, même si on a vu que c'était peu pertinent, l'activité physique, l'existence d'une fibrillation auriculaire, l'existence d'une hypertension artérielle, d'un diabète, d'une hypercholestérolémie, l'activité physique, le stress au travail. Donc, tout y est. Et à partir de là, vous mettez vos facteurs, ça vous donne un risque et surtout, cet outil vous donne la conduite à tenir. C'est-à-dire qu'en fonction de vos réponses, on va vous dire, allez voir votre médecin généraliste, votre tension est trop forte ou votre traitement est insuffisant. Donc, c'est vraiment un outil qu'il faut utiliser pour soi-même, pour nos parents et nos grands-parents. Et puis, surtout, il faut l'utiliser pour ces patients. Vous pouvez en direct calculer, vous me donnerez vos chiffres, je vous rassurerai, je pense. Je vois que tout le monde est en train de regarder. Le Riskometer de l'AVC, c'est un énorme outil pour convaincre les patients à suivre justement ces fameuses recommandations. Ça marche en prévention primaire, sauf chez le jeune, mais ça marche aussi en prévention secondaire. Comme ça, je ne reviendrai pas sur cette grande question qui est cette prévention. Ce plan rappelle effectivement l'intérêt d'une prise en charge coordonnée, j'ai entendu le mot tout à l'heure, en filière. Ce sont des données qu'on a vues hier, je les remets là parce que c'est utile de le savoir. La thrombectomie intraveineuse est efficace. En traitant 5 à 9 patients, on guérit effectivement un patient, ce qui est énorme. La thrombectomie mécanique, on a vu qu'elle commence à être pratiquement évoluée en solo, mais on n'a pas encore des données complètes. Donc jusqu'à maintenant, c'est le duo thrombectomie et thrombolyse qui est efficace. Les USINV, c'est le premier traitement que l'on connaisse, effectivement. Les USINV qui ont été validés par le plan AVC a démontré qu'il y avait moins de morts, moins de handicap, une durée de séjour plus courte, quel que soit l'âge, les jeunes et surtout les patients très âgés, il y avait moins de récidives et ça marchait aussi bien pour l'infarctus que pour l'hémorragie. Donc les USINV, si on doit parler du traitement, il faut toujours mettre en premier l'USINV. Alors bien sûr, ça coûte cher. C'est absolument pas dangereux, sauf si l'infirmière a des gestes délictueux, mais c'est rare, c'est exceptionnel. Et puis, le fait de faire une thrombectomie, une thrombolyse, ça va booster l'intérêt de l'USINV. Donc vraiment, on est armé, et c'est bien la coordination, et je dirais que la France a réussi, sauf le nombre d'USINV qui est encore trop faible. On a vu le rôle de l'aspirine, c'est bien démontré, donné très précocement en dehors de la fibrinolyse. Ça diminue la mortalité à 3 mois, ça diminue aussi le risque de récidive, mais il faut traiter beaucoup plus de patients pour éviter un AVC ou du moins un handicap par AVC. L'AVC du matin, là aussi, c'est bien repris par justement ce plan européen produit par les Suédois. On sait maintenant, grâce à l'imagerie, qu'on peut fibriniser même quand on ignore l'heure de début. Et puis, ne pas oublier la craniectomie. La craniectomie qui est un geste de sauvetage. C'est pas un geste qui diminue le handicap, mais ça sauve des vies. C'est un autre traitement que l'on doit mettre avec l'USINV, la thrombectomie, la thrombolyse. Ce sont les infarctus œdémateux, c'est surtout les jeunes qui payent un lourd tribut dans ce domaine.
Donc, pour sauver la vie, on est obligé de faire une craniectomie qui a démontré son efficacité. Et les Français ont bien travaillé sur ce thème. Ils avaient participé à cette étude il y a maintenant une dizaine d'années. Pour l'hémorragie, malheureusement, on est très démunis. C'est peut-être là qu'on a un peu plus de séquelles, qu'on a du mal à anticiper, à prévenir. On garde les deux traitements que nous connaissons. Donc, le rôle de l'USINV, je le rappelle, ça a été démontré de façon dans le New England en 2013. C'est le seul traitement efficace. Et puis, le deuxième traitement qui est sorti récemment, c'était revalidé en 2018, c'est de faire baisser de façon rapide, c'est une urgence, l'hypertension artérielle qui accompagne toutes les hémorragies cérébrales. Donc, bien souvent, ils arrivent à l'hôpital, ils ont 20. Il faut les faire descendre très vite à 13, en dessous de 14. Donc, c'est une urgence thérapeutique. Ça intervient dans la réduction de la mortalité et du handicap. Donc, vous voyez qu'on est dans les petits moyens, on tire dans les coins. Pour l'instant, on n'a pas de traitement. La neurochirurgie peut être aussi proposée dans les hématomes corticaux, mais l'hématome profond n'est plus opéré parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait plus de mortalité et surtout plus de handicap quand on allait chercher l'hématome profond. Donc voilà pour la prévention primaire qu'on va retrouver dans la prévention secondaire. La phase aiguë bien reproduite dans ce plan européen qui va courir jusqu'en 2030-2038. Alors voilà, abordons effectivement le premier volet de la question de ce matin, c'est le post-aigu. Donc la prévention secondaire, c'est le premier objectif. Il y a deux grandes missions dans le post-AVC. Premièrement, c'est éviter la récidive. C'est éviter les complications insidieuses, parce qu'effectivement, les deux associés, on s'est aperçu en France, et c'est dans toute l'Europe, mais c'est la France qui a montré ceci en premier. Il y a 33% de réhospitalisation la première année après un AVC et autour de 30% pour l'infarctus du myocarde. Et ça, toute l'Europe a les mêmes chiffres, c'est-à-dire on a gagné la phase aiguë, même s'il y a encore des progrès à faire, mais on n'a pas amélioré la phase post-aiguë en termes de prévention et de récidive. Car effectivement, il faut se méfier de ces réhospitalisations, parce que c'est bien démontré, cette deuxième réhospitalisation, ou cette troisième, elle va être beaucoup plus longue, elle va être plus coûteuse parce qu'on refait toute une batterie d'examens qui normalement pourraient être évités. Surtout, le malade va être hospitalisé de façon non programmée dans un service qui n'est pas adapté, et c'est là que ça coûte beaucoup plus cher. Et puis à la sortie, le patient, il aura plus de séquelles, non pas induites par l'hôpital, mais induites par justement cette récidive ou cette complication. L'hémiplégie va s'aggraver, les troubles cognitifs vont s'aggraver surtout, et éventuellement aussi la fatigue de la famille, des aidants et des conjoints. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est justement l'accompagnement. Et c'est un grand problème actuellement en France parce qu'effectivement, on n'a pas suffisamment de ressources humaines et de ressources financières pour assurer la prise en charge des séquelles, des complications, d'où l'intérêt des projets de neurorééducation qu'on a vu ce matin avec la stimulation. C'est une avancée énorme, majeure, mais aussi une nouvelle façon de voir la rééducation, la neuroréadaptation, avec le projet de Réadaptique, c'est-à-dire l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la neurorééducation, de l'aphasie, des troubles visuels, des troubles cognitifs et bien sûr de l'hémiplégie. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, c'est de créer des réseaux, là aussi, réguliers, avec un suivi beaucoup plus intensif. Donc, ces deux volets, on va les aborder. Alors, le premier volet, c'est la prévention secondaire, qui est bien rappelée dans le plan européen, avec des interventions qui sont recommandées. Donc, c'est un rappel qui est tout à fait simple, c'est connu, c'est validé, c'est ce que nous faisons, c'est ce que vous faites tous les jours. C'est quel que soit le type d'AVC ischémique, c'est la prévention primaire, s'applique aussi pour la prévention secondaire, mais on a vu l'échec chez les jeunes. C'est agir sur la pollution de l'atmosphère, donc là, c'est le rôle des politiques, c'est un rôle gouvernemental. Diminuer et arrêter le tabac, on a vu les risques, ça c'est important. Le sel, on l'a vu, les boulangers l'ont bien compris. L'alcool, je vous ai donné la mauvaise nouvelle ce matin, 1 verre, mais 0 verre, c'est encore mieux. Où va-t-on? L'activité physique, donc dans 20 minutes, je vous demande de vous lever. 5 fruits et légumes, manger des soupes, c'est déjà pas mal, c'est bien. L'hypertension, 140 sur 90, c'est en train de disparaître au profit de 130 sur 80. C'est un chiffre qui montre effectivement moins d'AVC et moins d'infarctus du myocarde. Le diabète, là aussi, c'est un facteur de risque très important des AVC et des infarctus du myocarde, avec des traitements modernes, coûteux, et la France a du mal à admettre ces avancées thérapeutiques qui sont remarquables, avec la bioglitazone, qui diminue le diabète, diminue le nombre d'AVC, diminue le nombre d'infarctus. Donc c'est vraiment une molécule miracle. Et le plan européen souhaite
que ce traitement soit accessible, quels que soient les pays. Le cholestérol, le rôle des statines, il n'est pas remis en cause, malgré le livre difficile qui a été publié il y a 5 ans par 2 grands éminents professeurs qui disaient qu'il fallait arrêter les statines. C'est ce que les Français ont fait. Et dans les registres d'infarctus du myocarde et des AVC, au bout de 6 mois, on a vu les AIT remonter, les AVC remonter. Donc c'était une preuve indirecte, grâce à ce livre, qui était très critiquable, eh bien, démonstration indirecte que les statines sont utiles dans la prévention primaire et secondaire des AVC et des infarctus du myocarde. Les apnées du sommeil, c'est la mère de l'hypertension artérielle, c'est la mère du diabète, c'est la mère de l'obésité. C'est vraiment un concept, un symptôme qui est vraiment à l'origine de l'hypertension du matin, de l'hypertension de la nuit, du diabète qui s'aggrave. Donc, véritablement, il faut dépister le SAS et ça doit faire partie maintenant aussi du rôle des médecins et des infirmières, des aides-soignantes qui, effectivement, voient les patients à domicile. Il faut les interroger sur le ronflement nocturne, sur les apnées observées par le conjoint, sur la prise de poids alors que le malade mange moins que d'habitude, sur l'hypertension du matin, sur la baisse de la mémoire, ça peut être dû à l'AVC, mais c'est aussi induit par les apnées du sommeil. Bref, il faut les dépister. Le dépistage est facile. Maintenant, il y a une technique très facile avec un oxynomètre qu'on met la nuit, un respiratoire, un appareil pour mesurer l'ampliation thoracique abdominale. Bref, il est facile, avec le nombre d'apnées par heure, de repérer ces malades et de leur proposer un traitement avec la VNI, la ventilation non invasive, avec un petit matériel pas plus gros qu'un paquet de cigarettes, qui fait pas de bruit, donc ça ne gêne pas le couple, et c'est efficace au bout d'un laps de temps relativement variable en fonction des patients. La durée du travail, là aussi, vous avez vu, est remise en cause au niveau européen, de même que la durée de sommeil. Donc, on a à la fois des mesures gouvernementales, mais aussi des mesures comportementales individuelles. Donc, on est vraiment responsable de notre santé. On n'arrête pas de le dire, mais c'est pas facile d'agir, on va dire, si on ne connaît pas. Les AVC ischémiques et les AIT, on en a parlé tout à l'heure. Bien sûr qu'il faut rajouter les antiplaquettaires. Ça, c'est bien démontré depuis maintenant, depuis Marie-Germaine Bousser, 1983, première étude. Et puis l'association aspirine et Plavix, qui semble effectivement plus efficace quand ils sont associés pendant la phase aiguë de l'AVC dans le domaine de la récidive. Et s'il y a une récidive, la récidive sera moins grave. Donc, vous voyez que à chaque publication, il y a une petite nouveauté. Mais en tous les cas, on reste tout à fait dans le domaine des médicaments que l'on connaît. On pourrait rajouter aussi le traitement de l'hypertension artérielle et puis les statines. Donc, c'est le fameux trépied express, cette publication et ce travail qui avait eu cet acronyme comme dénomination. L'athérome des artères de gros calibre, bien sûr, les statines sont utiles parce que ça arrête l'aggravation de la plaque. Là aussi, les nouveaux traitements de l'hypercholestérolémie, les PSK9, ça coûte cher, c'est vrai. On dit que ça donnerait le cancer de la vessie. Il n'y a que la France qui dit ça. Dans les études, bien sûr qu'il y a un petit risque, mais qui est extrêmement minime et qui apparaît uniquement chez le tabagique. Donc, il faut arrêter le tabac aussi. Et puis, la chirurgie de la carotide, lorsque la sténose dépasse 70%. Donc, des changements qui n'ont rien à voir. Je veux dire, ce sont des données que l'on connaît bien. Là, il n'y a pas d'innovation, mais c'est important de les rappeler devant nos plus jeunes et en particulier les infirmières. Ils vont intervenir de plus en plus dans la surveillance de ces patients. L'AVC cardio-embolique, grande amélioration avec les AOD. Ça, c'est très important de le rappeler. Et puis, la cause des jeunes, la cause cardiogénique des AVC du jeune, le FAPASIA, foramen ovale perméable, avec maintenant la démonstration de l'intérêt de fermer les FAPASIA d'un certain calibre avec un passage de bulles relativement important. Donc là aussi, les données de la littérature sont formelles. On a maintenant de quoi traiter la prévention secondaire des AVC cardio-emboliques avec des médicaments vraiment issus de l'innovation thérapeutique. Alors ensuite, ils ont fait une association, une sorte de résumé entre les AVC lacunaires, c'est-à-dire les petits vaisseaux qui sont lésés par l'hypertension artérielle, le diabète, le cholestérol, le tabac. La dissection, on va voir que ce n'est pas du tout l'athérome, mais le traitement est le même. La phlébite cérébrale, donc c'est une autre pathologie là aussi, mais la prévention secondaire sera la même. Le cannabis, là aussi, des mécanismes différents, c'est des spasmes et non pas de l'athérome. Et puis les rares causes génétiques, on a parlé ce matin de ce problème, mais qui est relativement discret. Là aussi, c'est le contrôle des facteurs de risque, dont l'hypertension artérielle, avec la nécessité de descendre en dessous de 130/80.
le rôle des statines, et puis bien entendu, on retrouvera les antiagrégants plaquettaires, aussi bien pour les lacunes que pour la dissection. Pour la phlébite, on en a parlé hier avec les pédiatres, le rôle des anticoagulants, au moins pendant 1 an, avec contrôle de l'IRM au bout d'1 an et du fond d'œil pour s'assurer que les codes altérales ont bien été mises en place. Quant au cannabis, eh bien, faute de preuves jusqu'à maintenant, on est obligé de les traiter par la prévention des facteurs de risque habituels. L'AVC hémorragique, sa prévention secondaire, et c'est important, c'est bien contrôler l'hypertension artérielle qui en France est la première cause des hémorragies cérébrales. Derrière, on va retrouver les anticoagulants et on commence maintenant, 3e cause, l'angiopathie hémorroïde, c'est-à-dire les saignements chez le sujet âgé. Notre ancien président de la République avait été malheureusement victime de cette angiopathie hémorroïde avec un hématome spontané dans les régions postérieures. C'est une cause qui émerge maintenant avec l'allongement de la durée de vie. On voit apparaître cette nouvelle maladie qui est l'angiopathie hémorroïde, vieillissement isolé des vaisseaux qui saignent et qui donnent des syndromes démentiels. Il faut arrêter le tabac parce qu'il est source, on sait que c'est source d'anévrisme, donc de saignement secondaire, et puis l'alcool qui, par l'intermédiaire des cofacteurs de la coagulation, va entraîner aussi des syndromes hémorrhagipars, en particulier cérébraux, surtout si le patient alcoolique est hypertendu, ce qui est très souvent le cas. Donc voilà pour cette prévention secondaire, c'est la mission essentielle que tous les soignants doivent avoir après un AVC, et on gagne beaucoup, je l'ai dit effectivement, en termes de handicap secondaire, de réhospitalisation coûteuse. Donc le patient est gagnant, si on évite ses complications et ses récidives. La famille est gagnante, l'hôpital est gagnant et la société, l'assurance maladie en particulier, est gagnante aussi. Alors la vie après un AVC, elle avait été, je dirais, délaissée par la déclaration d'Helsingborg. La vie après l'AVC ne se résume pas à la médecine de réadaptation, physique et de réadaptation. La proposition du plan européen, c'est très important, et surtout en présence des neuropédiatres qui connaissent effectivement et qui vont vous parler cet après-midi des AVC de l'enfant. Ce plan, enfin, englobe les enfants. Donc, c'est bien devenu un problème de santé publique, c'est récent. Donc, bravo à ce plan européen qui a vraiment suivi l'actualité. Ça concerne les adultes jeunes, c'est un grand cri européen parce que pourquoi l'incidence des AVC de moins de 55 ans a doublé en 20 ans? C'est un vrai problème. C'est pour ça que maintenant, l'AVC n'est plus le problème du papy ou de la mamie, c'est aussi le jeune et l'enfant. Ça rejoint les propos des associations de patients qui entendent très souvent ces remarques de la part du grand public. Donc, il faut qu'on informe le grand public. Et puis, bien entendu, le patient âgé, parce que c'est, on va dire, j'allais dire, c'est l'avenir de la médecine. On aura de plus en plus de centenaires. On en fibrinolyse et ça se passe très bien. En général, les centenaires sont des gens bien portants, qui n'ont pas de handicap particulier pour atteindre cet âge, qui n'ont pas les facteurs de risque qu'on redoute. En général, ils ont 10 de tension, mais ils vont saigner ou surtout, ils vont avoir une lacune parce que éventuellement, ils ont fumé dans la vie, etc. Donc, ces 3 groupes d'âge, je trouve que c'est très bien de les avoir identifiés dans les perspectives. Donc, voilà, replongez-vous dans ce document de décembre 2018 où vous avez tout le contenu de ces différentes phases d'âge. Ensuite, effectivement, ils ont développé ce qu'il faudrait faire pour être vraiment, pour répondre aux besoins du patient, des familles et des associations. Bien sûr, c'est s'intéresser aux complications physiques. C'est l'hémiplégie. On a vu ce matin les grands espoirs avec ces innovations thérapeutiques, les neurostimulations profondes ou corticales. Les complications cognitives, malheureusement, c'est, je dirais, le point encore discret que l'on connaît du post-AVC. Alors, autant on va reconnaître la démence chez un sujet de 85 ans qui est né à son 2e AVC. Là, c'est évident, il est dément. Par contre, le drame, c'est le sujet âgé, c'est le sujet jeune, qui est en activité professionnelle, qui a une famille avec des enfants jeunes. Ce patient, a priori même, a bien récupéré parce qu'il a eu fibrinolyse et thrombectomie. En apparence, il n'a pas de séquelles, mais remis au travail, on s'aperçoit qu'il ne sait plus gérer son équipe. C'est un directeur de ressources humaines, donc il ne sait plus parler correctement en termes de gestion des caractères des uns et des autres. Il a des difficultés pour programmer le travail de la semaine ou de la journée. Il a des difficultés pour hiérarchiser ses pensées, ses objectifs et ses consignes. Donc c'est quelqu'un qui devient inadapté au travail. Donc on va dire il est déprimé, il est fatigué. Non, ce sont les séquelles fines cognitives qu'on apprend justement avec les AVC de jeunes. En apparence sans séquelles, il n'est plus hémiplégique, il n'a pas d'héménopsie. Par contre, il a une atteinte de ses fonctions
qu'on appelle frontale. C'est ce qu'on appelle la fonction dysexécutive, c'est-à-dire que la gestion des idées, mais aussi des gestes, est perturbée. C'est un patient, par exemple, qui a du mal à conduire sa voiture, il a du mal à trouver la 6e, donc on va lui acheter une voiture automatique, mais ça témoigne quand même de quelque chose. Il va aussi avoir du mal à faire des créneaux. Donc, vous voyez, tout ce qui est adaptation à une situation inattendue en quelque sorte. Et ça, c'est un drame. Et à mon avis, on n'est pas prêt, je dirais, pour gérer ce problème sur le plan médical, d'une part, et puis sur le plan socio-économique. Est-ce qu'il va être handicapé? À quel niveau? À quel taux? En général, c'est un taux qui est négligé. Il va traîner avec des antidépresseurs parce qu'on fait une erreur diagnostique, bien souvent. C'est source aussi de divorce. C'est pas tellement l'hémiplégie qui est source de divorce, c'est le déclin cognitif. Il faut s'en méfier, il faut le savoir. Donc, ce sont des données que ce document, ce plan, nous rappelle. Ça nous ramène à des problèmes vraiment quotidiens et que l'association de patients et que Françoise rappelle, et toutes les Françoises européennes nous rappellent. Donc, les familles, j'en ai parlé, les professionnels. Alors, il faudrait qu'effectivement, les professionnels soient vraiment formés à ce type de séquelles fines, silencieuses, mais qui perturbent la vie professionnelle. La société, on a vu, 1/4 des patients sont en activité professionnelle et là, il faut qu'on travaille avec la médecine du travail, avec l'assurance maladie pour faire reconnaître ces handicaps silencieux qu'on ne découvre pas au retour à la maison, qu'on va découvrir dans la reprise d'activité professionnelle. Et il faut reconnaître, c'est un domaine qui est prégnant parce que l'AVC du jeune est en pleine explosion sur le plan de l'incidence. Alors, le handicap, c'est un vrai problème et ce matin, vraiment, on a appris beaucoup avec les espoirs qu'il faut rapporter à nos patients, avec ces stimulations qui, à mon avis, on va découvrir beaucoup de choses, on va apprendre la technique, on va la diffuser. Donc, c'est un domaine qu'il faut garder en mémoire et je trouve que la France est bien placée. Notre collègue nous a rappelé que les Français étaient des leaders, en particulier avec l'équipe grenobloise aussi de professeur Benabid, qui, grâce à l'intelligence artificielle et puis à ces stimulations, cette fois-ci qui recueillent la pensée, vous voyez qu'on va très loin. Imaginez que je demande à mon cerveau de lever la main alors qu'elle est paralysée. Il y aura une connexion entre mon lobe frontal qui va émettre cette pensée, cette consigne, et puis l'ordinateur qui est dans l'exosquelette pour faire lever la main, bouger la pince pouce index. Donc, vous voyez, sur le plan technologique, c'est à la fois médical, mais aussi hyper technologique. C'est l'intelligence artificielle. Donc, je dirais, cette phase post-aiguë va vivre des moments d'émotion très forts et des moments de progrès technologiques et médicaux insoupçonnés. Donc, je pense que c'est important qu'on évoque cette phase post-aiguë, mais il est important de revenir sur la vraie vie. C'est les soignants, c'est les aidants. Et là aussi, on a beaucoup de choses à faire sur le plan sociétal, sur le plan de la reconnaissance des aidants. Il faut que l'aidant soit professionnalisé, qu'il soit formé, qu'il soit accompagné et qu'il soit financé. Vous voyez qu'on en est loin. Il faut qu'il ait des compétences multiples, qu'il sache là aussi dépister la dépression. Il faut éviter chez nos aidants le burn-out. Ils le sont très souvent. Et bien souvent même, ils vont déprimer, ils vont être hospitalisés avant l'aggravation de leur conjoint. La solitude, c'est vrai que on a laissé trop longtemps les aidants et les familles seuls. Et ça, il faut le reconnaître. Alors bien sûr, les médecins, nous sommes co-responsables, mais il y a aussi la responsabilité un peu de nos tutelles. Mais nos tutelles peuvent avancer que si nous-mêmes, on prend conscience du problème. Et c'est important qu'il y ait de telles réunions, de tels symposiums entre le public et les professionnels. Donc il faut en faire dans toutes les régions. Je rejoins tout à fait l'espérance de Françoise Benon. Les déserts médicaux, alors je dirais que ce problème va sans doute s'accentuer avec les déserts médicaux. Et c'est là qu'on aura intérêt à développer les maisons médicales, mais aussi la télémédecine qui sera revue cet après-midi avec nos collègues de Nancy et de Strasbourg. Alors effectivement, ça va remplacer la vacance de soignants, mais surtout, ça va permettre aussi, surtout, et Sébastien l'a bien redit, un transfert de compétences entre l'expert qui est derrière l'écran et puis le soignant qui va recevoir la consigne, qui va pouvoir examiner à distance le patient à domicile. Donc là aussi, la télémédecine n'est que finalement le prolongement de la main de l'expert qui est derrière la caméra. Et puis, ça aussi, c'est la première fois qu'un plan médical, qu'un plan européen est allé jusqu'au rôle de l'association des patients. Donc j'en profite pour le rappeler aujourd'hui.
c'est vraiment une reconnaissance, ça va bouger, on va dire, sur le plan de la reconnaissance du rôle de ces aidants et du rôle de la défense de ces patients dans la phase post-aiguë avec ces problèmes surtout cognitifs et moteurs. Alors voilà, ils ont énuméré l'ensemble des intervenants, il n'y a aucune découverte, simplement il faut qu'on fasse des progrès en France vis-à-vis de l'ergothérapeute qui n'est pas prise en charge, du moins en dehors de l'hôpital, c'est dommage, surtout chez nos jeunes, c'est nos patients jeunes qui ont besoin de reprendre une activité manuelle tout à fait adaptée. J'avais cru entendre ce matin une question sur les lieux de répit. Alors effectivement, ce plan propose, comme pour les maladies neurodégénératives, comme pour l'Alzheimer, des maisons de répit pour le conjoint, les aidants et éventuellement les soignants. Ça, c'est très important. Ils mettent un focus sur le rôle de l'aidant et de sa professionnalisation. Ça, c'est très important. Donc, c'est à nous à faire avancer cela auprès de nos agences régionales de santé. La personne de confiance, alors non pas avec les directives anticipées, comme on voit dans la sclérose latérale amyotrophique, mais quelquefois on n'en est pas loin, surtout lorsque le patient a fait de multiples AVC, hémorragique d'un côté, ischémique de l'autre, avec une perte totale de l'autonomie cognitive et motrice. Quelquefois, on est obligé, là aussi, d'arrêter les soins et on rejoint la médecine palliative. Alors, la médecine palliative, c'est pas un arrêt des soins, c'est une adaptation en fonction de nos moyens vis-à-vis d'un état clinique qui, malheureusement, est sans espoir de guérison. On a des scores pour justement pouvoir dire qu'on est au bout d'une récupération sur le plan moteur et sur le plan cognitif. Donc, la personne de confiance va être utile. Et puis, ils n'en ont pas tellement insisté, mais moi, je le rajoute, c'est la médecine palliative qui est en plein développement. Alors c'est vrai que quand on parle de médecine palliative à l'occasion d'un AVC, les gens nous disent « Ah ben c'est un abandon thérapeutique, c'est comme les cancers ». Non, la médecine palliative, bien sûr, c'est pour le cancer, ça a été fait surtout pour le cancer, mais c'est fait aussi maintenant pour les cérébrolésés dont la survie est très prolongée grâce aux progrès médicaux, prévention des récidives, prévention des complications. Donc, la médecine palliative doit aussi être intégrée dans notre façon de réagir, dans notre façon de converser avec les patients. Il faut qu'on l'intègre dans notre cercle de soins. Et je crois que c'est pas du tout l'abandon, c'est simplement l'adaptation des moyens médicaux, des soins palliatifs, face à une situation qui est désespérée sur le plan de la récupération. Donc, à nous, là aussi, d'intégrer dans nos parcours la médecine palliative, qui est devenue maintenant, depuis 2 ans, une médecine universitaire. Donc, il y avait aussi une sorte de délaissement sur le plan universitaire. On pensait que c'était une discipline secondaire. Pas du tout. C'est devenu maintenant une discipline majeure avec l'allongement de la survie des patients, qu'ils soient cardiaques, cancéreux, neurovasculaires, cérébrolésés ou neurodégénératifs. Et encore une fois, l'association des patients, je n'arrêterai pas d'insister là-dessus. C'est vraiment une prise de conscience européenne. Donc, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas tout seul. Les ajustements qui apparaissent aussi dans ce plan, c'est les groupes de parole. C'est ce qu'on fait avec l'éducation thérapeutique. Il y a à la fois le malade et le conjoint, et puis il y a les thérapeutes. L'éducation thérapeutique fait partie effectivement de cette façon de prendre en compte la vie du patient. La reprise du travail pose un vrai problème chez nos jeunes avec le déclin cognitif silencieux, alors qui est pas constant, mais c'est quand même dans 60% des cas, il est présent, il y a moins de mémoire, il y a moins d'attention, c'est la grosse séquelle, et puis il y a moins de réactivité motrice dans la conduite automobile, ça peut poser problème. Alors bien sûr, on insiste sur l'héménopsie, qui est extrêmement dangereuse quand on conduit, surtout avec les priorités à droite, enfin toutes les priorités, et l'héménopsie latérale droite est vraiment dangereuse. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'attention. Donc la commission de permis de conduire va tester l'attention, qui est très souvent perturbée, et ce sont des patients qui vont griller un feu rouge, on le voit malheureusement très souvent. Donc cette commission de permis de conduire, elle est nécessaire, non pas pour handicaper davantage le patient, mais pour l'aider, le protéger vis-à-vis de lui-même, parce qu'il peut avoir des accidents difficiles pour lui-même et pour autrui. Alors je sais que certains s'en émeuvent quand on soit obligé d'aller à la commission de permis de conduire à la préfecture. Non, c'est vraiment une mesure de sauvegarde, de protection. Le long séjour, là aussi, il faut qu'on revoie le rôle des EHPAD, du long séjour, qui commence à se développer, mais on a vu que sur le plan des effectifs en soignants, ça pose un vrai problème. Le financement de ces structures pose des difficultés. Et bien là au milieu, nos Alzheimer en souffrent, et puis aussi nos AVC, parce que ce sont les patients qui ont besoin de soins, surtout lorsqu'il y a des troubles moteurs importants et des troubles cognitifs. Donc c'est une pathologie qui a besoin de ressources humaines très importantes.
Alors, le résumé de ce plan, il est intéressant parce qu'il a inventé un nouveau mot que je rapporte, c'est la capacité. On parlait jusqu'à maintenant de la récupération, de l'habilité à reprendre certaines activités motrices dans la vie courante. Alors, tel que je l'ai compris, la capacité, c'est la façon de pouvoir intégrer à la fois ces séquelles à la vie quotidienne. Donc, ça va plus loin que l'ergothérapeute en quelque sorte. C'est vraiment la gestion, même quand on n'a plus de moyens physiques pour avoir une consigne, pour répondre à une consigne. Et c'est là qu'on va bénéficier de l'intelligence artificielle avec le langage des yeux qui va permettre de faire des consignes pour relever le lit, pour allumer la maison, pour mettre le chauffage en route. Donc cette capacité, c'est une nouvelle notion. Et la médecine physique, et notre collègue Boyer pourra me reprendre, c'est vraiment il y a une révolution conceptuelle dans la médecine physique et de réadaptation. Ce n'est pas uniquement la réadaptation d'une lésion, mais c'est la réadaptation d'une fonction. Je crois que il y a vraiment un changement d'algorithme dans la façon de rééduquer le patient. C'est pas simplement le remettre en marche, c'est simplement aussi voir ce qui se passe après la reprise de la marche. C'est aller vraiment au-delà. Et c'est pour ça que de plus en plus, on va imaginer dans les centres de rééducation des salles spécialisées où on va, grâce à la technique, pouvoir remettre le milieu naturel du patient avant qu'il ne regagne son domicile. Donc, on va le remettre dans son ambiance de cuisine pour voir si, effectivement, il sera capable d'aller jusqu'au lavabo, d'aller ouvrir le réfrigérateur. Ensuite, il y aura une autre scène où on mettra dans sa chambre pour voir comment il va pouvoir sortir du lit sans tomber. Donc, il y a toute une imagerie qui va favoriser, qui va anticiper le retour à domicile. Donc, vous voyez, là aussi, la technologie, vraiment en santé, fait des bonds très importants. Ils ont mis en seconde position, et là je suis très heureux devant vous aujourd'hui, c'est les soins de support. C'est très important. Vous faites partie, effectivement, et votre association rapporte les déficiences dans les ressources nécessaires à ces soins de support. Le psychisme, très important, la dépression et le burn-out du patient, mais aussi du conjoint. La communication, et là je suis heureux pour ce que vous faites, madame, avec vos outils pour communiquer avec les patients. Je crois que vous avez innové dans ce domaine avec des logos, avec des instruments visuels qui permettent de communiquer avec le patient. Le rôle des familles, indiscutable. Et puis, bien sûr, la prévention secondaire et complications. Donc, vous voyez, il y a un changement des priorités. Vous voyez que maintenant, les priorités, elles sont plutôt dans l'humain et dans les relations avec le patient et dans la gestion de son handicap. Et puis, la prévention secondaire, on estime qu'effectivement, on a des outils pour être efficaces et des outils qui sont à base essentiellement de médicaments. Alors, pour essayer d'améliorer ce suivi, on a à Dijon et dans notre groupement hospitalier de territoire 21 et 52, le Sud-Marnais, qui fait partie de votre région, on a proposé une expérimentation d'un suivi intensif par des infirmières. Et ceci est appliqué aussi aux infarctus. Et je rends hommage du coup à Françoise Benon qui a participé à ce travail qui remonte à 1 an sur la prise en charge avec le laboratoire Amgen qui a publié cette plaquette et qui montre effectivement la ressemblance entre infarctus du myocarde et AVC avec les mêmes difficultés, les mêmes performances en phase aiguë, mais les mêmes problèmes de la phase post-aiguë avec l'intérêt de mobiliser effectivement les soignants et tous les professionnels. Je passe sur cette diapositive pour montrer effectivement ce en quoi notre projet va apporter. Alors voilà, voici notre suivi habituel post-AVC et post-infarctus, c'est la même chose. Donc on a la phase aiguë à M0, où nous avons les infirmières, les IDE hospitalières, le neurologue. Alors c'est vrai que le plan AVC en 2015 s'est enrichi de ce décret nous obligeant à voir tous nos patients AVC entre 3 et 6 mois, donc en moyenne c'est entre 3 et 9 mois, c'est à 6 mois. De le revoir avec une consultation pluridisciplinaire entre un neurologue, un gériatre ou un rééducateur, donc c'est important, et puis une infirmière hospitalière ou libérale, peu importe, mais qu'il faut qu'on soit au moins à 2. Ça peut être aussi un kiné, un ergothérapeute, une psychologue. Et puis après, c'est avec le médecin généraliste et en fonction des complications. Et puis en général, on aime bien revoir le patient 2 ans plus tard, surtout sur le plan cognitif. Voilà notre suivi, non pas ordinaire, mais notre suivi habituel qu'on devrait suivre. Malheureusement, on n'est pas à 100%, loin de là. Il n'y a pas suffisamment de gériatres, de rééducateurs,
de neurologues pour assurer un suivi à 100%. Donc là aussi, c'est important de rappeler ce déficit. Dans notre projet, ce suivi sera obligatoire, donc les patients qui vont tirer au sort ce bras ne seront pas délaissés, ils seront suivis de façon régulière selon les recommandations européennes. Alors en phase, dans le bras intensif, nous avons la sortie habituelle, mais très vite, ils seront vus à la première semaine, deuxième semaine, troisième semaine par une infirmière libérale qui va s'assurer qu'effectivement, il y a bien une adaptation entre la capacité du patient et son écosystème. Est-ce que la chambre est au 3e étage alors qu'il a une monoplégie du membre inférieur droit? Il ne pourra pas gravir. Est-ce que ses anticoagulants sont bien pris? Est-ce qu'il a bien compris son traitement? Donc, le rôle de ces infirmières, ce sont les infirmières libérales qui nous ont rappelé le rôle d'une visite précoce quand le malade revient à domicile. Donc, ça va être un plus. Ensuite, à M3, premier trimestre, le malade sera revu par une infirmière libérale à domicile. Donc, c'est important qu'on aille à domicile. Ça évite le voyage du patient à l'hôpital. Ça fait des économies et des fatigues en moins. Ensuite, à M6, bien sûr, la visite obligatoire ministérielle polydisciplinaire. À M9, 3 mois plus tard, l'infirmière à domicile retournera voir le patient, de même qu'à M12, à M18, et puis à M24, un retour. Et ceci permet de dire qu'effectivement, on estime que l'évaluation médicale de ces deux suivis en parallèle permettra de démontrer que ce suivi est plus efficace sur le plan médical. Il y aura moins de récidives, moins de complications et donc moins de réhospitalisation. Il y aura donc des économies. Et ça va être important pour le financement de ce projet. Ça, c'est le premier point. Alors, pourquoi ça devrait marcher? Tout simplement parce qu'il y a un suivi intensif, pluriprofessionnel, et c'est là qu'on remet en exergue le rôle de l'infirmière. Donc, j'espère qu'elles sont nombreuses dans la salle. Infirmières, bien sûr, qui là vont être dans une expérimentation avant d'arriver sur le marché des infirmières de pratique avancée. Donc, voilà, c'est déjà une piste importante. Parce que si on démontre que médicalement c'est efficace, eh bien ça permettra là aussi de rendre obligatoire ces visites à domicile associées aux visites hospitalières. Le deuxième intérêt de ce protocole de suivi, c'est qu'il va évaluer sur le plan économique justement l'efficacité de ce système. Donc a priori, il sera efficace sur le plan médical, mais il sera aussi efficace sur le plan financier. Alors pour le démontrer, on a fait des calculs statistiques, donc il va falloir qu'on ait 430 AVC dans le bras intensif et 430 AVC dans le bras habituel, ceci permettant d'avoir une différence de 20%. C'est l'objectif ambitieux qu'on s'est donné. L'autre intérêt de cet essai, c'est qu'il va expérimenter le financement de l'infirmière libérale et du pharmacien, j'allais l'oublier, par forfait et non pas à l'acte. Donc ça, c'est une révolution à l'allemande. En France, ça va être la première fois qu'on va expérimenter les infirmières libérales avec un financement au forfait et non pas à l'acte. L'autre intérêt, c'est qu'on va aussi expérimenter une plateforme numérique parce que vous voyez qu'il y a beaucoup d'intervenants. Il faut que l'information de S1 arrive au neurologue pour savoir si le malade est bien adapté à sa maison, s'il prend bien ses anticoagulants, s'il prend bien sa statine ou son aspirine en fonction de la cause. Donc, il faut qu'on puisse communiquer en direct. Et là, on aura une plateforme qui s'appelle ETICS, ce qui veut dire territoire, information, concertation, santé et sanitaire. Donc, vous voyez qu'on rejoint bien le poste aigu de l'AVC dans ce protocole. Donc, cette plateforme permettra d'échanger en direct entre l'infirmière et le médecin généraliste, entre le médecin généraliste et le neurologue et le pneumologue ou le diabétologue en fonction des intervenants. Donc, tout le cercle de soins sera informé juste après la consultation qui sera rentrée sur cette plateforme informatique. L'autre intérêt de cette plateforme, que vous aurez tôt ou tard, parce que c'est un projet ministériel de généraliser cette plateforme, ça permet de coordonner le suivi du patient. C'est-à-dire que l'infirmière qui aura vu le malade à M3, elle va programmer la consultation hospitalière à M6, là aussi par un clic et puis par un montage qui permettra d'éviter les perdus de vue. Donc voilà, c'est un projet alors qui s'est inscrit dans notre territoire, le GHT 2152, qui est un GHT à cheval sur deux régions, Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est. Et puis, deuxième intérêt, c'est un territoire qui est à la fois urbain, avec Dijon, mais aussi rural. J'allais dire Langres, oui, bien sûr, mais aussi, nous, on a Châtillon-sur-Seine, c'est au nord de la Côte d'Or, pas loin de chez vous, zone en grande difficulté. Donc, c'est l'intérêt pour le ministère d'avoir cette évaluation en fonction du territoire étudié. L'autre intérêt, c'est que dans ce territoire, nous aurons un CHU Dijon, 5 hôpitaux généraux et un hôpital privé.
C'est-à-dire que quelles que soient les pratiques, quel que soit aussi l'encadrement financier et en professionnel, eh bien, ce protocole devrait marcher, et je pense qu'il devrait marcher surtout dans les territoires ruraux où il y a des déserts médicaux. Et puis le dernier intérêt, là aussi attendu par le ministère, c'est l'évaluation médico-économique. Donc voilà un protocole qui, alors je reviendrai dans 2 ans peut-être pour vous donner les résultats. Peut-être que je serai vraiment au pas de la porte si ça n'a pas marché. Alors bien sûr, ça fait 1 an qu'on est en train de préparer les troupes, à la fois former des infirmières, hospitalières c'est facile, mais libérales c'est plus difficile. Donc il faut qu'on puisse les voir, c'est entre midi et 2 heures, parce que le soir, il y a toujours la visite du soir qui empêche effectivement de faire des formations la nuit. Donc la nuit, on voit les généralistes, on voit les pharmaciens, on voit les rééducateurs, on voit les gériatres, et puis entre midi et 2, on voit les infirmières libérales. Voilà. Alors les 10 points qui marquent l'AVC dans ce projet européen, c'est de rappeler, alors c'est moi qui l'ai rajouté en dehors de ce plan. Je suis désolé, professeur, oui. Je vais vous demander d'avoir la gentillesse de bien vouloir conclure assez rapidement. Très bien. Ben, pour dire... J'en suis désolé. Non, c'est très bien. Je terminais d'ailleurs. Je terminerai sur 3 points. Premièrement, notre phase aiguë n'est pas si mauvaise que ça. Par contre, il faudra un peu plus d'USINV, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut reconnaître la phase post-aiguë est déficitaire, mais il n'y a pas que la France, c'est toute l'Europe. On a vu les moyens et je pense que ce plan européen va stimuler chaque pays européen pour essayer de monter vers le haut et de répondre à cette carence. Et puis, je voudrais terminer sur cet outil, c'est le riscomètre de l'AVC, qui est vraiment un outil alors qui est gratuit. Si par contre vous voulez un suivi, ça peut être un suivi qui est payant avec un expert, qui peut être français, en général il y a toujours des experts dans chaque pays. Et ça permet effectivement de convaincre le patient, de lui montrer qu'à chaque visite, son risque baisse. Et ça, c'est important de lui montrer un chiffre parce qu'effectivement, il a bien traité sa tension artérielle, son insuline, il a bien su la gérer, il a moins mangé de sucre, il s'est remis à manger de la soupe sans sel ou peu salée, et le résultat, effectivement, son risque de récidive baisse. Voici un outil qui est mieux que la parole parce que c'est visible et c'est palpable. Voilà, merci pour votre attention. Merci. 1 à 2 questions, pas plus, car monsieur le professeur a dépassé de 2 heures le temps qui lui était imparti. 2 heures? Être de mauvaise foi dans l'intérêt de l'organisation, ça n'est pas être de mauvaise foi. Monsieur, 2 questions, pas plus. Hier, on avait mis un code en place, hein, quand on se lève, on s'arrête, mais aujourd'hui, comme je vous ai frustré, je veux plus. Allez, je me tais. Monsieur. Bonjour, Bruno Bleco, Agence régionale de santé Grand Est. Je voulais savoir comment vous arrivez à alimenter le bras suivi habituel quand on voit les bénéfices attendus sur l'autre. Est-ce qu'il y a une difficulté pour alimenter ce bras-là? On a fait déjà des simulations. Et vous avez raison, on s'est interrogé sur ce bras habituel. Alors on présente le fait que c'est pas un bras ordinaire, c'est vraiment un bras habituel recommandé sur le plan français mais aussi européen, mais mal appliqué. Et là, dans le protocole, ils seront effectivement vus à 6 mois par l'infirmière, le kiné, l'ergothérapeute et le neurologue ou le gériatre ou le rééducateur. Donc ça va être l'application de cette recommandation qui n'est pas appliquée faute de moyens ou d'effectifs surtout. Donc, et les gens acceptent effectivement. Ouais. La petite dernière où on enchaîne. Merci à vous. Merci Merci beaucoup.